Bonjour à toutes et à tous. Pour débuter cette 5e semaine, je vous propose de faire le point sur notre exercice fil rouge qui nous occupe maintenant depuis 4 semaines. Et dans une deuxième vidéo, nous parlerons de l'acte administratif qui est une des parties les plus importantes du cours. Mais avant ça, je vous propose de nous plonger dans notre exercice et je vous propose de partager le PowerPoint que j'ai prévu à cet égard. Donc, pour rappel, dans les deux premières séquences, nous avons vu les questions qu'il fallait se poser par rapport à cet exercice et ensuite l'étape numéro 2, c'est-à-dire la relation de cause à effet. Nous sommes maintenant à l'étape numéro 3 qui s'intitule, dans le schéma de notre cours, la proposition de résolution. Et au cours de cette séquence, il y a deux choses à faire, c'est la recherche de l'information juridique et la note de service. Alors, dans cette étape-ci, on va voir 4 éléments. D'abord, un qu'on a déjà vu, la recherche et l'information juridique, on l'a fait la semaine dernière. On va ensuite surtout tirer les enseignements de ce que nous avons trouvé comme information. Ça va nous permettre de faire une planification et ensuite une note de service suivra. Alors, en ce qui concerne la recherche et l'information juridique, la semaine dernière, pour rappel, nous avons consulté les sites suivants, celui de l'Union des villes et communes de Wallonie, qui nous a mené directement vers la circulaire du 23 février 2016. Il y avait tout d'abord une première recherche qui nous a mené vers un lien direct vers ce texte, et une deuxième recherche qui nous a montré un article explicatif. Donc on a à notre ressource, dans nos ressources, un article qui explique la circulaire qu'on va devoir analyser. On a été également voir le site du Moniteur belge, site de référence évidemment pour tout ce qui concerne la législation nationale, fédérale. On a trouvé la fameuse circulaire. On n'en a pas trouvé d'autres depuis, donc on considère que cette circulaire du 23 février 2016 est toujours d'application. On avait, rappelez-vous, également trouvé un décret, mais qui s'appliquait uniquement du côté flamand, donc on a vite oublié cela, d'autant que ça concernait les géomètres, si vous vous souvenez. On avait vu le site Walex où on n'avait pas trouvé d'informations pertinentes concernant les opérations immobilières des pouvoirs locaux, des communes, mais ce qui est normal, on n'a pas retrouvé la circulaire dedans, puisque Walex ne reprend pas encore les circulaires, mais ce qui était intéressant surtout, c'est qu'on n'avait rien trouvé d'autre. Donc, ça nous conforte dans l'idée que pour le moment, il n'y a que la circulaire qui nous intéresse. Et sur le site du portail des pouvoirs locaux, là aussi, on a retrouvé la circulaire. Je n'aurais pas dû mettre de S à circulaire, il n'y en a qu'une. Et on a également trouvé des informations sur les opérations immobilières des fabriques d'églises, si vous vous souvenez, les opérations qui concernaient plus de 10 000 euros qui étaient soumises à tutelle, mais tout ça ne nous intéresse pas. Donc, on peut en tirer comme conclusion que la circulaire du 23 février 2016 est donc la base légale unique, et en tout cas actuelle, la dernière, sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Et puis, pour nous conforter, pour nous rassurer, l'article de l'Union des villes et communes de Wallonie qu'on a trouvé en lien avec cette circulaire peut aussi nous aider à mieux comprendre certains éléments au cas où il y aurait des questions. On peut toujours se repérer ou se retourner vers cet article pour avoir des précisions. Ça, c'était la première étape de cette étape numéro 3, la recherche et l'information juridique. Je vous avais demandé de lire la circulaire qui fait 9 pages ou 11 pages, je crois que c'est 9 pages, dans laquelle il y a en plus des éléments qui ne nous concernent pas directement, donc ça signifie que vous n'étiez pas obligé de les lire. Et donc, la lecture de cette circulaire va nous permettre plusieurs choses. D'une part, de répondre pratiquement à toutes les questions qu'on a posées à l'étape numéro 1. On va avoir, parce que c'est la seule base légale finalement, on va avoir, normalement, si tout va bien, toutes les réponses à nos questions. Souvenez-vous, toutes les questions qu'on s'est posées à l'étape numéro 1, pour certaines d'entre elles, on n'avait aucune idée de la réponse, parce qu'on ne connaissait rien de ce domaine. Après avoir lu ce document, on devra en connaître un peu plus, et donc pouvoir répondre à toutes les questions qui se sont posées. Ça va nous permettre également d'établir une planification correcte de la résolution du dossier. On va savoir quelle est la procédure. On va répondre à la question comment, et on va surtout déterminer les différentes étapes qui vont nous permettre d'arriver à la résolution du problème. Donc, chaque étape va apparaître de manière claire et on va pouvoir les mettre les unes à la suite des autres pour pouvoir vraiment établir un processus élaboré et fixé dans le temps. Dès lors, on va pouvoir, pour chacune de ces étapes, fixer des échéances et ainsi avoir une vue parfaite du timing du dossier. Il y aura une dizaine d'étapes, on va le voir,
Donc, pour chacune d'entre elles, on ne fera pas l'exercice ici exactement, mais on va pouvoir précisément mettre une date, une échéance à laquelle cette étape doit être réalisée. Et au final, la dernière étape va être celle qui va nous permettre vraiment de clôturer le dossier. Et puis, ce n'est pas négligeable, cette étape, cette lecture de circulaire va nous permettre d'obtenir suffisamment d'éléments pour pouvoir informer l'autorité de la suite de la procédure, d'obtenir son accord sur cette procédure. C'est la fameuse étape où on dit stop ou encore dans le schéma de notre cours. Et on a également la possibilité, au travers de cette note de service, de poser éventuellement les questions pour lesquelles on n'aurait pas encore de réponse. Il se peut que dans toutes les questions qu'on a posées au départ, il y en a peut-être l'une ou l'autre qui reste sans réponse, ou non. À la lecture de la circulaire, on va s'apercevoir qu'on a encore des questions auxquelles on n'avait pas pensé et pour lesquelles on n'a pas les réponses parce qu'elles ne se trouvent pas dans la circulaire et vous ne connaissez pas la réponse directement. Ce n'est pas une question nécessairement juridique, mais c'est une question plutôt de choix politique à mener de la part de l'autorité. Donc, voilà à quoi doit nous servir la lecture de la circulaire. Et si vous l'avez lu, et je ne doute pas que vous l'ayez fait, sinon ne lisez pas, ne regardez pas cet exercice, faites l'exercice avant. Et donc, si vous l'avez fait, normalement, vous avez dû arriver à cette solution-là. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, c'est normal que vous pataugiez un petit peu. On va donc, c'est le but de cette séquence-ci, on va faire ça ensemble pour que vous puissiez voir la bonne méthode, en tout cas la méthode qui semble être la plus efficace dans le cadre de ce dossier. Donc, dans cette étape numéro 3, proposition de résolution, on va lire, je vais un peu trop vite, on va lire la circulaire et je vais la lire avec vous. Et donc, on va essayer de pointer les éléments les plus importants pour notre dossier. Donc, mesdames, messieurs, afin notamment de tenir compte de l'évolution de la jurisprudence et de l'application de nouvelles législations concernant certains aspects des opérations immobilières des pouvoirs locaux, il apparaît nécessaire d'actualiser le contenu de la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes d'immeubles ou acquisition d'immeubles par les communes, les provinces et les CPS, ainsi qu'à l'octroi de droits d'emphytéose ou droits de superficie. Bon, ça veut dire qu'en clair, il y avait déjà une circulaire auparavant, une circulaire qui date du 20 juillet 2005, et donc ce document-ci actualise la circulaire du 20 juillet 2005, qui n'est donc plus d'application. C'est normal qu'on ne l'ait pas retrouvée dans notre recherche juridique, puisqu'elle a été remplacée par celle-ci. Et donc, le ministre, puisque c'est lui qui signe la circulaire, nous explique que cette circulaire, précisément, remplace l'ancienne et actualise le contenu pour tout ce qui concerne la vente d'immeubles. Alors, ça, vous ne pouvez pas nécessairement le savoir, mais si vous avez lu la circulaire, vous l'aurez d'initiative compris vous-même. Un immeuble, dans l'imaginaire collectif, c'est un bâtiment. Ce n'est pas le cas. Un immeuble, un bien immobilier, c'est un bien qui ne peut pas bouger. Alors, un immeuble, c'est le cas, mais un terrain nu, c'est le cas aussi, il ne peut pas bouger. Donc, voilà, un terrain sur lequel il n'y a rien de construit est un bien immeuble. Et donc, dans ce cas-là, la vente d'immeubles ou l'acquisition d'immeubles est fixée par cette nouvelle circulaire qui remplace la circulaire de 2005. Dans un souci de clarification et de simplification, toujours une bonne idée, il convient d'abroger la dite circulaire et de fixer un nouveau cadre de référence pour les opérations immobilières suivantes, vente, ça nous concerne donc directement, acquisition, échange d'immeubles et constitution de droits d'emphytéose ou de droits de superficie. Tout ça, ça ne nous concerne pas directement, seule la vente nous intéresse. Les recommandations, c'est des recommandations, ce n'est donc pas une loi, mais c'est des recommandations fortement poussées. Les recommandations émises ci-après découlent des principes généraux du droit administratif, tels notamment les principes d'égalité, de non-discrimination et de motivation, lesquels doivent être respectés par tous les pouvoirs publics. J'attire déjà votre attention sur l'aspect de motivation, que vous verrez dans la séquence suivante. C'est un des aspects essentiels de l'acte administratif. Il faut donc motiver, expliquer la raison pour laquelle on va prendre les différentes décisions. La présente circulaire s'applique donc aux acteurs publics locaux ou paralocaux suivants: les communes, les provinces, les CPS, et suivent toute une série d'autres organes. Nous sommes la commune, nous sommes un CPS, ou nous sommes éventuellement une intercommunale. Les trois acteurs que je vais citer sont repris dans l'énumération qui suit. Pour des raisons pratiques, les différents organes de ces autorités administratives ne sont pas repris dans le corps du texte, qui ne vise que les organes de la commune, de la province ou du CPS. Bon, ça nous arrange, nous on est la commune du CPS, donc ce sera clairement expliqué dans le texte. Si vous êtes une intercommunale, ce ne sera pas clairement expliqué dans le texte, mais vous verrez qu'il y a une annexe à la fin qui reprend les organes qui sont compétents. Par ailleurs, je vous renvoie au statut de votre intercommunale pour savoir qui fait quoi.
Il est évident néanmoins que les présentes dispositions doivent être appliquées mutatis mutandis aux autorités administratives susvisées. Bon, c'est du blabla. Et donc, à cet égard, un tableau est annexé à la présente circulaire, comme je viens de vous le signaler. Bon, voilà, ça c'est le blabla ministériel, si j'ose dire. Ça nous apprend quand même une série de choses, mais qui sont intéressantes intellectuellement, mais qui ne nous aident pas beaucoup à ce stade-ci sur la proposition de résolution et sur la manière de pouvoir mener l'opération de vente. Section 1, désaffectation du bien. Dans certaines hypothèses, inhérentes à la nature spécifique de l'immeuble en cause, il importe que l'autorité compétente adopte une décision préalable, expresse, distincte et motivée de désaffectation du bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tel est le cas notamment lorsque le bien est affecté au domaine public. Là, ça doit éveiller chez vous un petit signal d'alarme. Je rappelle que dans l'énoncé, on vous disait, on avait indiqué que le bien, le terrain, le bien immeuble, faisait partie du domaine privé de la commune. Donc, on nous dit qu'il faut une délibération préalable de désaffectation du bien lorsque le bien est affecté au domaine public. Nous, c'est domaine privé. Donc, tout ce qui suit, on s'en fiche. On n'a même pas besoin de le lire à la limite. Et je ne vais pas le faire d'ailleurs. Ou bien, deuxième tiret, lorsqu'un bâtiment est affecté au logement et fonction d'un ministre du culte reconnu. Ce n'est pas le cas. Un terrain sur lequel il n'y a rien. Il n'y a donc pas de logement pour un ministre du culte. Première section, rien à voir. Section de vente d'immeubles, règle générale. Là, on est clairement dans le cœur de notre dossier. Paragraphe 1, décision de principe sur la vente. 1. Considération générale. Je lis. Le conseil communal, le conseil provincial ou le conseil de l'action sociale délibère sur le principe de la vente d'immeubles concernés. Délibère, ça fait appel à la notion de délibération. Rappelez-vous, dans la hiérarchie des normes, les productions des communes, c'est des délibérations. Donc le conseil délibère sur le principe de la vente de l'immeuble concerné. À cet égard, afin d'éviter de multiplier les passages devant cette autorité et par conséquent pour réduire les délais de procédure, l'autorité compétente peut adopter au cours d'une même séance les délibérations portant tant sur la désaffectation du bien, mais qui ne nous intéresse pas, que sur le principe même de la vente. Bon. Qu'est-ce qu'on en tire comme information? Déjà, il y aura donc une délibération du conseil communal sur le principe de la vente. C'est ça dont on vient de parler. On sait que le conseil devra se prononcer sur le principe de la vente, c'est-à-dire le fait de vendre ou pas. Pas de déterminer encore à qui ça appartient. Dans ce cadre, le conseil communal, le conseil provincial ou le conseil de l'action sociale arrête les modalités de la vente envisagées et notamment. Et donc, dans cette délibération du conseil communal sur le principe de la vente, on va devoir trouver les éléments qui suivent, les différentes modalités de vente. Alors, je lis ce qui est indiqué. 1. Le recours au gré à gré ou à la vente publique. Alors, il est clair que ni dans la circulaire, ni dans l'article de l'Union des villes et communes que vous avez lu, il n'y a d'explication très claire sur la notion de vente de gré à gré ou de vente publique. Ce n'est pas super clair. Ça ne nous empêche pas de faire une petite recherche Google pour voir exactement de quoi il s'agit. Et si vous l'avez fait, vous aurez constaté que c'est quoi une vente de gré à gré? C'est une vente au cours de laquelle le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord sur un prix, sur les conditions. C'est une négociation entre les deux parties, entre le vendeur et l'acheteur, et puis finalement, ils tombent d'accord et l'un vend le terrain à l'autre. Alors que la vente publique, c'est une opération au cours de laquelle il y a un notaire qui fixe un prix minimum et puis les différents acheteurs potentiels font des enchères, etc. Bon, peu importe, je dirais, on sort un peu du cadre du cours ici, mais voilà, de toute façon, dans l'énoncé de l'exercice, on vous dit qu'on veut procéder à une vente de gré à gré. Vous êtes renseigné, comme je vais de le faire sur Google, comme je viens de vous le dire plutôt, sur ce que ça représente, ou vous demandez à vos collègues, bon, vous savez plus ou moins comment ça se passe, ce que c'est, ce que je viens de vous dire. Et donc, de toute façon, dans l'énoncé, on vous dit que c'est une vente de gré à gré. Apparemment, c'est possible, puisque la circulaire vous dit qu'on doit choisir entre la vente publique ou la vente de gré à gré. Le collège a fait ce choix-là, c'est le conseil qui fait le choix, évidemment, et le collège propose que ce soit cela, donc pas de problème pour continuer. J'attire votre attention sur un élément. On parle ici d'une délibération du conseil sur le principe de la vente. Or, c'est le collège qui vous donne l'instruction au départ. Certes, c'est le conseil qui va prendre la décision, mais c'est le collège qui gère le dossier. Et c'est lui qui vous demande de préparer le dossier pour le conseil, sans doute. Je vous signale que le collège fait partie du conseil, et que le collège représente la majorité politique au sein du conseil. Donc, ce que le collège vous dit, il y a quand même des chances que ça se produise au conseil. Mais donc,
voilà, ne confondez pas les différents acteurs. Le collège est à l'origine de la demande, c'est le conseil qui doit prendre la décision, mais on peut estimer que le collège et le conseil sont raccord sur ça, des choses. Ils ne vont pas avoir tous les deux des attitudes différentes sur ce genre de dossier. Donc, première modalité qu'on devra mettre dans notre délibération du conseil, c'est qu'on choisit soit la vente publique, soit la vente de gré à gré, et on ira donc vers la vente de gré à gré. Deuxièmement, les conditions essentielles et éventuellement substantielles de la vente, autrement dit les conditions de la vente. Qu'est-ce qu'on fixe comme condition pour vendre le terrain? Est-ce qu'il y a des questions particulières, un régime particulier à imposer? Par exemple, est-ce qu'on souhaite que le terrain, une fois vendu, soit clôturé? Voilà, ce genre de choses, c'est des détails comme ça. Mais ça, tout n'en sait rien, dans l'énoncé, il n'y a rien. Donc, c'est une décision, une modalité qu'il faudra fixer avec le collège communal, qui est votre hiérarchie directe dans ce cas-là. C'est sûr que c'est le conseil qui va décider, mais vous n'allez pas interroger le conseil. C'est le collège qui gère au quotidien. Donc, vous allez demander au collège communal, est-ce que vous avez des conditions spécifiques à imposer dans le cadre de cette vente? Donc, ça signifie que c'est une question complémentaire à poser. Cette question-là, elle n'était pas prévue dans les questions du départ, par la force des choses, puisque vous ne connaissiez pas le principe. Mais on la garde en mémoire parce que cette question-là, on sait qu'on n'aura pas de réponse à l'issue de cette lecture, et donc il faudra bien trouver une réponse quelque part, c'est-à-dire il faudra poser la question au collège dans le cadre de la note de service qui apparaît à la fin de cette étape. Je continue. Le cas échéant, le projet de contrat de vente, c'est le cas échéant. On n'a pas de projet de contrat de vente. Donc, comme c'est le cas échéant que ce n'est pas obligatoire, on n'en avait pas. Quatrièmement, le prix minimum de vente basé sur une estimation du bien. Donc, il faudra mettre le prix minimum. Alors, ceux qui l'ont lu savent qu'un peu plus tard, on parle de la manière de fixer le prix. D'ailleurs, à la fin de cette énumération, on dit concernant l'estimation du bien, il est renvoyé à la section 7, paragraphe 1 ci-après. Donc, il faudra voir ce qu'on dit par rapport à ça. Mais voilà, il faudra qu'on fixe le prix minimum, mais on reviendra plus tard sur cette notion de prix minimum. Et enfin, l'utilisation de la somme obtenue conformément à la circulaire budgétaire. Donc voilà, quelle est l'utilisation de la somme? Qu'est-ce qu'on va faire de la somme? Là aussi, vous n'en savez rien. Normalement, en tout cas, à ce stade-ci, vous ne savez pas. Et donc, comme pour les conditions de vente, c'est une question à poser au collège communal dans le cadre de la note de service que vous ferez plus tard. Donc, question complémentaire à garder quelque part en mémoire. Je ne lis pas tout le paragraphe concernant l'utilisation de la somme obtenue, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, concernant l'estimation, on renvoie donc à la section 7, paragraphe 1, ci-après. Alors, je continue la lecture. Précision concernant le type de procédure. C'est justement ce dont on parlait, vente de gré à gré ou bien vente publique. Sauf lorsqu'une disposition légale l'impose explicitement. Le conseil communal, le conseil provincial ou de l'action sociale est libre, dans le cadre de son autonomie, de choisir soit la vente publique, soit la vente de gré à gré, suivant les modalités exposées ci-après. Donc, ça confirme ce que je viens de vous dire, j'étais un peu vite. Donc, il y a les deux qui sont possibles et le conseil choisit celui qui veut. Alors, le conseil choisit sur la proposition du collège, évidemment, mais voilà, le collège vous dit vente de gré à gré. Certes, le collège propose, c'est le conseil qui décide. Le conseil pourrait changer, passer à une vente publique, mais partons du principe que, encore une fois, le collège et le conseil sont d'accord. Et donc, on peut donc librement choisir, sans devoir nécessairement expliquer pourquoi, la vente de gré à gré. Alors, il faut néanmoins respecter les modalités exposées ci-après. Le principe d'égalité entre les acquéreurs potentiels doit impérativement être respecté. Ce qui est logique, on travaille, rappelez-vous, première leçon, selon le principe d'égalité de tous les citoyens. À cet effet, il apporte pour les pouvoirs locaux, lorsqu'ils optent pour la vente de gré à gré, de procéder ou de faire procéder à des mesures de publicité adéquates. Ah, ça signifie qu'il faut donc prévoir des mesures de publicité si on vend de gré à gré. Bon, mais il est renvoyé à cet égard à la section 7, paragraphe 2 ici après. Ça veut dire qu'il faut qu'on retienne également qu'à un moment donné, il faut des mesures de publicité adéquates. Et ces mesures, on va le voir juste après, qui va les fixer, encore une fois? Le collège, par la force des choses. Il est en effet de l'intérêt même du pouvoir local, et plus particulièrement de son intérêt financier, de faire jouer la concurrence pour obtenir un maximum d'offres et ainsi le meilleur prix de vente. Donc, non seulement il faut qu'il y ait une égalité entre les acquéreurs potentiels, mais il faut que ce soit suffisamment connu, que le principe de la vente soit suffisamment connu pour obtenir le plus d'offres possible et donc faire jouer la concurrence, avoir le meilleur prix. La décision de vente de gré à gré sans publicité à une personne déterminée devra quant à elle être motivée in concreto, donc très concrètement, au regard de l'intérêt général. Il faudra donc expliquer en quoi le fait de vendre le terrain à une personne sans faire de publicité respecte
l'intérêt général. L'absence de publicité peut être justifiée par des circonstances de fait particulières, comme par exemple la vente d'un excédent de voirie à un riverain. Ça, c'est important ce qu'on vient de dire maintenant, parce que si vous réfléchissez bien à ce que vous venez de lire, il y a une conclusion qui s'impose, c'est qu'il est impossible de vendre directement au Dupont, comme le propose le collège communal, ou en tout cas la directrice. Puisqu'on est obligé de respecter le principe d'égalité, mais surtout le principe de publicité, on va faire une publicité entre tous partout, le plus large possible, et qu'il y a plusieurs acquéreurs qui peuvent se présenter et qui doivent être traités tous de la même manière, de manière égale et équitable, on ne peut pas dire qu'on peut vendre directement le terrain au Dupont. Il existe une possibilité de vendre de gré à gré sans publicité, mais il faut expliquer vraiment pourquoi et en quoi ça rejoint l'intérêt général. Ici, je serais bien d'accord avec moi, le fait qu'on vende le terrain directement à ces personnes sans passer par la publicité n'est pas vraiment un gage de respect de l'intérêt général, c'est plutôt même un passe-droit. Donc, ça ne peut pas s'appliquer dans les cas présents. Ça, évidemment, c'est très important parce que vous allez devoir expliquer dans la note de service qui arrive plus tard que cette demande-là, vous ne pouvez pas la satisfaire légalement. Règlement de vente de biens immeubles. Le cahier des charges et les conditions de la vente adoptées par l'autorité compétente, c'est la fameuse condition dont on parle, ne peut contenir de mesures créant une différence de traitement entre les candidats, telle une clause favorisant ou excluant une ou plusieurs catégories de personnes, qu'à condition que cette mesure repose sur des critères objectifs qui soient raisonnablement liés au but poursuivi. Autrement dit, si vous voulez jouer au petit malin, on dit OK, d'accord, on a compris, il faut faire de la publicité, mais moi j'ai vraiment envie de vendre ce terrain au Dupont, donc on va mettre dans les conditions de la vente que pour pouvoir acquérir le terrain, il faut avoir un nom qui commence par du et qui se termine par pont. C'est une condition. On a fait de la publicité, on respecte l'égalité, puisque voilà, c'est la même règle pour tout le monde, mais c'est tellement spécifique évidemment que c'est là aussi une mesure qui contrevient au principe d'égalité. Ce n'est pas un critère objectif, bien entendu. Donc, le législateur et le ministre rappellent ici clairement que ce genre de choses, c'est excessif l'exemple que je vous donne, mais ce genre de choses, une clause qui favoriserait de manière trop évidente une catégorie de personnes ou une personne, est évidemment interdite. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle que les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer, d'une part, un processus de décision suffisamment objectif et d'autre part, un traitement non discriminatoire des acquéreurs potentiels. Donc, j'insiste, pas question de faire des entourloupes qui permettent de contourner le principe de la loi. Paragraphe 2, mise en œuvre de la décision. Alors, on a donc une première décision du conseil communal avec les modalités de vente, et puis on passe à la mise en œuvre de cette décision. Mise en œuvre de la décision du conseil communal ou du conseil provincial, considérant que le collège communal ou provincial est chargé de l'exécution des résolutions du conseil communal ou provincial, il lui appartient notamment. Donc, la mise en œuvre de cette décision du conseil communal est exécutée par le collège communal. Le collège communal, de par le principe légal, d'exécution des délibérations du Conseil. Donc, le Conseil décide de cette délibération, le collège exécute. Et par ce principe, le collège communal est compétent pour exécuter ces décisions et faire une série de choses, mettre en œuvre une série de choses, notamment de procéder aux mesures de publicité adéquates suivant les modalités arrêtées par le Conseil. Donc le Conseil, on l'a vu tout à l'heure dans la première délibération, va fixer conditions de la vente, etc., et les mesures de publicité. C'est-à-dire que le conseil va dire, on va faire la publicité de cette action dans le journal local, sur le site internet, sur RTL, sur RTVF, si vous voulez. Et donc, après, le décider, c'est bien, mais le mettre en œuvre, c'est mieux. Et donc, c'est au collège communal qui reviendra de mettre en œuvre cette décision du conseil communal. Donc, procéder aux mesures de publicité adéquates. D'examiner l'admissibilité des candidatures et des offres, dans un cas de gré à gré, de négocier avec tous les candidats dans le strict respect du principe d'égalité, dans le cas de gré à gré toujours, d'établir une analyse comparative des offres et de présenter un rapport motivé au conseil communal ou au conseil provincial. Donc, le résumé de ce que le collège doit faire, c'est recevoir les offres des personnes intéressées, examiner si elles sont recevables, surtout examiner ces offres du point de vue du prix et des conditions, négocier, c'est prévu strictement dans la circulaire. Donc, s'il y a plusieurs candidats qui rentrent des offres, le collège peut, au nom du conseil,
négocier avec ses candidats, toujours dans le respect strict du principe d'égalité, pour essayer de faire augmenter les prix, faire jouer la concurrence, quoi. Et au final, établir un rapport motivé à destination du conseil. Donc, la production écrite du collège communal, c'est de proposer au conseil un choix sur la base de rapports motivés, c'est-à-dire que le collège communal va recevoir les offres, les examiner, faire jouer la concurrence, puis dire, ben voilà, sur la base des discussions qu'on a eues, on a 4 acquéreurs, 1, 2, 3, 4, celui-ci offre le meilleur prix, donc on propose de choisir celui-ci. Mais c'est une proposition, c'est un rapport, quoi. C'est un rapport sur tout ce qui s'est passé. Alors, je vais un peu vite. Mise en œuvre de la décision du Conseil de l'action sociale. Bon, ben, je ne vais pas le lire ici, c'est le même principe pour les agents du CPS. C'est exactement le même principe et qui fait entrer en lice d'autres acteurs tels le président et le directeur général du CPS. Alors, compromis de vente et négociation préalable dans le cadre d'une vente de gré à gré. Donc, on est toujours dans le cadre de ce qui nous intéresse, c'est une vente de gré à gré. Dans la pratique, il arrive régulièrement que les parties au contrat de la vente, le pouvoir local et l'acquéreur, négocient ou signent un compromis de vente avant même d'avoir obtenu l'accord du conseil communal sur le choix de l'acquéreur. Le choix de l'acquéreur, c'est ce qui vient après. Donc, il est possible qu'on signe un compromis de vente avant que le conseil communal se soit prononcé. Le compromis, rappelle la circulaire, constitue déjà un contrat et est dès lors susceptible d'engager la commune, la province ou le CPS. Dans cet ordre d'idées, les tribunaux ont condamné des communes à passer l'acte authentique de vente et au paiement de dommages et intérêts lorsque les actes accomplis par le collège communal à l'égard d'un candidat acquéreur lui donnaient à penser qu'il était pourvu d'un mandat du conseil communal et partant qu'il y avait un accord communal sur la vente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la théorie du mandat apparent. Je ne vais pas insister, mais donc, si le compromis de vente est signé avec l'acquéreur alors que le conseil communal ne s'est pas encore prononcé sur le choix de l'acquéreur, ben, ce n'est pas légal, certes, mais du point de vue de l'acquéreur, lui, il y a quand même une décision qui a été prise à son avantage, donc la commune va être condamnée à passer l'acte et éventuellement même à payer des indemnités. Et si le conseil communal n'est pas d'accord, ben tant pis. Donc là, il y a un vrai problème qui peut se poser, raison pour laquelle il ne faut surtout pas faire comme ça. On ne signe pas de compromis de vente avant que le conseil communal se soit prononcé. Mais ça signifie quoi pour nous? Ça signifie qu'il faut qu'il y ait un compromis de vente et qu'il doit apparaître après que le conseil communal se soit prononcé sur le nom de l'acquéreur. Donc, dans notre planning, on ne doit pas oublier qu'il faut que soit rédigé un compromis de vente après la décision finale sur l'acquéreur. Pas avant, ça on a bien vu que ce n'était pas une bonne idée, mais après. Je passe sur le reste de ce paragraphe-là, on a compris l'essentiel, c'est un peu du blabla juridique qui nous écarte un peu du sujet. Troisièmement, paragraphe 3, décision définitive sur la vente. Alors, à l'issue de la procédure susvisée, le dossier est soumis au conseil communal, conseil provincial ou de l'action sociale, en vue de la désignation ou non de l'acquéreur sur base du rapport de l'analyse comparative des offres et du rapport motivé contenu dans le dossier. Donc, il faut une deuxième délibération du conseil communal. Il y a une première délibération du conseil sur le principe de la vente et les conditions de la vente, et puis le collège a fait son travail d'exécution, il a dressé un rapport, et ensuite, le conseil communal prend une deuxième décision sur l'attribution de la vente, ou la non-attribution d'ailleurs. Hein. Le conseil pourrait très bien décider qu'aucun des candidats n'est intéressant, ou qu'une des offres n'est intéressante, et ne pas le vendre. Mais, le principe qui est devant. Et donc ici, le conseil délibère sur le choix de l'offre qui sera acceptée. Ça appelle diverses précisions, indique la circulaire, conformément à la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. La décision attribuant la vente à une personne physique ou morale déterminée doit être dûment motivée. Il est renvoyé à cet égard à la section 7, paragraphe 3 ci-après. Je vous renvoie, moi, surtout à la séquence qui suit. On va beaucoup parler de la motivation de l'acte administratif. Je l'ai déjà dit dans cette séquence-ci. On en parle dans la circulaire ici. On en parle encore plus loin dans la circulaire. C'est vraiment un élément super important, c'est de motiver, donc d'expliquer pourquoi, comment vous avez pris cette décision. Donc là, la circulaire insiste là-dessus. Alors, B, le projet d'acte authentique doit être conforme aux conditions fixées par le conseil communal. C'est logique, hein. Il faudra donc, à un moment donné, on sait qu'il faut faire un compromis de vente, mais il faudra faire un acte authentique. Donc, il faudra passer chez le notaire pour signer un acte dont les conditions doivent évidemment être les mêmes que celles qui ont été fixées par le conseil communal. Donc, la délibération du conseil, elle se fait sur la base du rapport du collège, avec cet aspect de motivation qui est particulièrement important, et
cette délibération doit être conforme à l'acte authentique à passer chez le notaire, tant cette délibération-ci que la précédente, évidemment. Surtout la précédente, d'ailleurs. Alors, je continue ma lecture, mais ça va aller plus vite. Section 3, acquisition d'immeubles. On vend, il n'y a pas d'acquisition, donc on passe à cette section-là. Section 4, échange d'immeubles, même remarque. Section 5, constitution de droits d'amphithéose ou de droits de superficie, même remarque, ça ne nous intéresse pas. Section 6, biens bénéficiant du régime forestier, ce n'est pas le cas, donc ça ne nous intéresse pas. Section 7, remarque générale. Et là, vous vous souvenez, dans la lecture de la circulaire, on a souvent renvoyé à la section 7, paragraphe 1 ou 2. Ben, on y est, donc c'est l'occasion de lire cela. Paragraphe 1, estimation. Ben oui, ça fait appel à cette notion d'estimation du bien dont on a parlé un peu plus tôt. Et donc, on va avoir ici une série d'informations qui nous seront utiles. Une estimation de la valeur de l'immeuble, ou du montant du canon, peu importe, est à solliciter dans chaque cas d'espèce. Donc, si on vend, il faut qu'il y ait une estimation du bien. En effet, tant les pouvoirs locaux que l'autorité de tutelle doivent pouvoir apprécier la conformité de l'opération à l'intérêt général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas fixer le prix de vente à 1 euro parce que ce n'est pas dans l'intérêt général. Donc, il faut qu'il y ait un prix de vente qui soit estimé. Alors, par qui? Auteur de l'estimation. Cette estimation peut être sollicitée auprès du comité d'acquisition d'immeubles. Tiens, voilà encore une information qu'on avait vue dans l'énoncé, où on m'a dit c'est quoi le comité d'acquisition. Voilà encore une réponse qu'on va pouvoir apporter à une question de départ. Cette estimation peut être sollicitée auprès du comité d'acquisition d'immeubles, d'un notaire, d'un géomètre expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres ou d'un architecte inscrit à l'ordre des architectes. Donc, on sait qu'on doit faire une estimation, il y a plusieurs possibilités. Il y a lieu de préciser, en ce qui concerne le comité d'acquisition d'immeubles, que la mission d'estimation doit être accompagnée dès le départ d'un engagement du donneur d'ordre, donc de la commune, de confier une mission globale de l'estimation à la passation de l'acte au dit comité d'acquisition. Bon, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais vous savez, en tout cas en lisant ça, que si vous faites appel au comité d'acquisition, le comité d'acquisition s'occupe de tout, du début jusqu'à la fin, de l'estimation jusqu'à la passation de l'acte. Donc, tout ce qu'on voit ici dans le cadre de cet exercice, c'est eux qui le font. Vous me direz, c'est très pratique. Sauf que dans l'énoncé, votre hiérarchie vous dit, nous, on ne veut pas passer par le comité d'acquisition parce qu'ils veulent garder les mains libres, sans doute, pour pouvoir gérer correctement la vente. Ici, quand on refait le dossier au comité d'acquisition, on voit juste le résultat final, mais ce qui se passe entre les coups, on ne voit rien du tout. Ici, le collège veut manifestement conserver la main et préfère qu'on fasse l'opération en interne plutôt que faire appel au comité d'acquisition. On continue la lecture pour savoir un peu plus sur ce comité d'acquisition. Pour tout renseignement, et plus particulièrement pour toute question relative à la compétence des comités d'acquisition d'immeubles, vous pouvez vous adresser à la direction générale et l'adresse suit. Alors, on ne va pas le faire puisqu'on nous dit que ce n'est pas ce qui est prévu dans l'énoncé et ça n'est pas souhaité de la part du collège. On voit qu'en plus, ils gèrent tout. Peut-être que pour vous, c'est plus facile, mais puisque le collège ne veut pas aller dans cette direction-là, tant pis. Et puis, ça, vous ne pouvez pas le savoir, évidemment. Je vous signale que le comité d'acquisition, il fait des acquisitions, il ne fait pas des ventes. Donc, si on vend un terrain, si vous contactez le comité d'acquisition, ils vont vous dire, non, nous, on ne s'occupe pas de ça. On s'occupe d'acquérir et pas de vendre. Normalement, ils devraient le faire aussi, mais ils ont limité leurs actions à l'acquisition et pas à la vente. Je ferme la parenthèse. Tout ça pour refermer cette petite digression sur les comités d'acquisition. Je continue la lecture. Donc, on écarte cette solution-là. Alors, par rapport à la question de départ, qu'est-ce que le comité d'acquisition? Vous ne savez pas trop ce que c'est, mais vous savez qu'il s'occupe de tout et qu'on n'en veut pas. Donc, c'est suffisant. Si vous voulez parfaire votre information générale, vous pouvez chercher un peu plus loin, bien entendu, mais ce n'est pas dans le cadre de cet exercice-ci. Votre attention est attirée sur le fait que le recours à un architecte, à un notaire et à un géomètre expert constitue un marché de services au sens de la loi sur les marchés publics et qu'il convient donc de respecter la législation y relative. Donc, ça signifie que on va devoir faire appel à un notaire, un géomètre ou un notaire, un géomètre, pardon, ou un architecte, mais que de toute façon, il faudra faire appel à une concurrence par rapport à ça. Donc, il y a une procédure de marché public, avec C, marché public, j'ai écrit marché public QUE, c'est marché public avec C. Donc, il y aura une procédure de marché public qui doit être mise en œuvre, et cette procédure, elle doit être mise en œuvre avant, fatalement, désigner le notaire, et surtout, vu que ce notaire est chargé de faire l'estimation, et que cette estimation fait partie de la première délibération du Conseil, ça va être vraiment une étape préalable dans notre dossier. On ne va pas commencer le dossier sans avoir désigné un notaire, un géomètre ou un architecte, pour lui confier la mission d'estimer le bien. Une fois qu'on aura reçu l'estimation du bien,
on pourra faire la délibération du conseil. Mais sans ça, la première délibération du conseil, mais sans ça, on ne sait pas avancer. Donc, ça va vraiment être une étape préalable. J'indique notaire, ça peut être notaire, géomètre ou architecte, mais à partir du moment où, on le verra plus tard, il faudra passer l'acte chez un notaire, autant que ce soit la même personne qui passe l'acte et celui qui fait l'estimation plutôt que deux personnes différentes. Ça ne sert à rien de multiplier les procédures et les intervalles. Alors, je passe très rapidement sur cet aspect-là des choses. Estimation récente, on vous dit que l'estimation doit dater de moins d'un an, puisque vous allez désigner le notaire qui ne va pas prendre un an pour faire l'estimation, donc ça va aller. Prix de convenance, pour vous dire qu'on peut toujours négocier le prix au-delà de ce qui a été fixé par l'estimation, peu importe, contenu d'estimation, dépassement, je passe sur cet aspect-là des choses. C'est des aspects très techniques qui ne vont pas nous intéresser ici. Paragraphe 2, publicité et enquête publique. C'est un paragraphe dans lequel on explique la différence entre les deux. On vous dit qu'il faut faire de la publicité. Et là, on vous donne des informations précises. La publicité, c'est l'ensemble des moyens pris par les autorités locales afin d'informer préalablement toute personne de la vente, de l'échange, etc., en vue de susciter des offres, des prix éventuellement supérieurs à celles de l'estimation. L'estimation, c'est le prix minimum. Effectivement, le but, c'est d'aller au-dessus. La publicité doit être adéquate. Et donc là aussi, il ne s'agit pas de faire une publicité dans un coin en bas à droite de la maison communale pour faire en sorte que personne ne le voit et avertir la personne qu'on veut favoriser. Ce n'est pas ça. La publicité doit être adéquate. Ça signifie que le choix et la durée des vecteurs de diffusion de publicité, affichage, insertion d'annonces répétées dans la presse et ou sur site web spécialisé, etc., doit dépendre de l'intérêt que peut susciter l'offre des autorités locales. Donc, il faut que la publicité soit adéquate par rapport au projet. Vous ne pouvez pas vendre votre terrain simplement en mettant une petite annonce dans un journal qui passe en Espagne. Et donc, on vous explique ce qu'est l'enquête publique, mais on n'entre pas dans les détails ici, ça ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas d'application dans ce cas-ci. Et puis, on attire votre attention sur la motivation et la loi du 29 juillet 91, ce qui est indiqué dans la circulaire, et ce que je vous explique dans la prochaine séquence. J'en ai déjà dit un mot, c'est l'obligation de devoir expliquer pourquoi on a choisi tel acquéreur et dans quelles conditions on l'a choisi. Et puis, paragraphe 4, avis du directeur financier. Je résume ce qui est indiqué pour vous signaler que pour les projets qui ont une incidence financière de plus de 22 000 euros, eh bien, l'avis du directeur financier est nécessaire dans les 10 jours ouvrables de la réception du dossier pour lui. Donc, il a 10 jours pour remettre un avis. On vend un terrain, il y a des chances quand même qu'il soit à une valeur supérieure de 22 000 euros. Donc, il faudra prévoir dans notre planning l'avis du directeur financier. Donc, il faudra prévoir cette étape-là dans notre planification, puisque c'est une obligation dans la mesure où ça dépasse 22 000 euros. Voilà cette lecture rapide qui est faite. À la fin, je vous renvoie également vers l'annexe, y compris pour les intercommunales. Vous avez, je pense, des informations pour savoir qui est compétent à quel moment. Et vous avez dans ce tableau un récapitulatif des différentes opérations. Alors, ça nous permet, tout ceci, on a toute une série d'informations, il suffit de les remettre dans l'ordre pour établir une planification bien claire de notre dossier. À partir de tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, on peut très facilement établir les différentes étapes qui vont se succéder jusqu'à la résolution finale du dossier. La première, c'est, comme on a dit, de désigner un notaire ou un géomètre, mais disons un notaire, pour réaliser une estimation. Donc là, il faudra mettre en œuvre une procédure de marché public pour la désignation et le coût et la prestation à prévoir. Si on lit davantage circulaire, on sait tout ce qu'on doit mettre dans le cahier des charges, entre guillemets, du marché public relatif à la désignation d'un géomètre pour lui demander vraiment ce qu'il doit mettre dans son estimation. Donc, voilà, on va désigner un notaire et on va le charger d'estimer le bien. Ensuite, deuxième étape, c'est réceptionner l'estimation. Et puis, il faudra passer à la première décision du conseil communal sur le principe de la vente et les modalités de la vente, la publicité, dont on ne connaît pas encore tous les contours, les conditions, question qui reste encore à poser au collège aussi, et en indiquant le montant d'estimation. Et donc, voilà, il y a encore quelques modalités qui doivent être encore précisées par le collège communal. Ensuite, puisque le conseil communal va fixer les modalités, notamment de publicité, il faut mettre en œuvre ces mesures de publicité et puis commencer à recevoir, cinquième étape, les différentes offres, les examiner. Sixième étape, lancer les négociations. Septième étape, rapport du collège sur les offres. Donc, une fois que les négociations sont finies, le collège établit un rapport sur les différentes offres et recommande ou propose une solution au conseil communal. Il faut également ne pas oublier
de demander l'avis du directeur financier à ce stade-ci, puisqu'on va parler de la vente d'un terrain qui représente plus de 22 000 euros. Donc, c'est à ce moment-ci qu'il faut à tous les coups demander l'avis du directeur financier. Et puis, 9e étape, préparer la décision du conseil communal sur le choix de l'acquéreur en disant on a fait ceci, ceci, cela, en rappelant toutes les étapes qu'on a menées, en disant que le directeur financier a rentré son avis, etc. Et puis, le conseil communal va se prononcer sur le nom de l'acquéreur. Ensuite, il faudra rédiger un compromis de vente. On a bien vu qu'il faut le faire après, non pas avant. Et une fois que le compromis de vente est signé, il faudra passer l'acte chez le notaire. C'est pour ça que je proposais qu'on fasse plutôt appel à un notaire qu'à un géomètre pour pouvoir estimer le bien. Et voilà les 11 étapes de notre dossier qui sont clairement établies. Alors, à partir de là, vous pouvez même aller plus loin, on ne va pas faire l'exercice ici, mais on peut aller plus loin, de fixer des dates pour chacune d'entre elles. Et on commencera évidemment par les dates qui sont fixes, sur lesquelles on n'a pas de prise, notamment la première décision du conseil communal. Les dates de réunion du conseil sont fixées normalement suffisamment longtemps à l'avance, vous en choisissez une. Ça veut dire que les étapes 1 et 2 devront être terminées pour celle-là, bien entendu. Et puis après, vous essayez de prévoir des échéances pour chacune de ces étapes, avec, n'oubliez pas, de vous laisser suffisamment de temps pour ne pas être trop serré, étant donné qu'il y a toujours bien un truc qu'il faut à gauche ou à droite. Donc, ne vous enfermez pas dans un schéma de date trop étroit. Laissez-vous le temps nécessaire. Ne vous donnez pas 3 ans quand même. Mais on s'aperçoit qu'en fait, un dossier comme ça, si on passe vraiment toutes les étapes au crible, on en a pour 8-9 mois quand même. Donc, ça n'a l'air de rien, mais le temps de tout faire, il faut environ 8 ou 9 mois pour aboutir à la 11e étape, considérant que il y a quand même beaucoup de temps qui se passe chez le notaire pour qu'il rédige le compromis et qu'il passe l'acte, bien entendu. Mais vous fixez vos différentes échéances sur cette base-là. Et donc, ces échéances que vous aurez fixées, vous pourrez les remettre dans la note de service, ou en tout cas les principales informations dans la note de service que vous proposerez ensuite au collège. Donc, c'est bien la 4e étape de cette étape numéro 3, c'est faire la note de service qui reprend les informations principales, donc les grandes lignes de la procédure, le timing envisagé, les questions en suspens, il y a encore des questions qui restent en suspens, et qui demandent l'accord du collège communal sur cette manière de gérer le dossier. Stop ou encore, ça arrivera à l'issue de cette note de service. Donc, voilà pour cette étape numéro 3. On a fait la recherche, on a lu ce qu'il faut par rapport à ça, et donc on est en mesure de pouvoir faire un planning, donc de répondre à toutes nos questions de départ, et de faire une note de service qui va informer l'autorité et qui va nous dire oui, continuer ou non arrêter. Et si on continue, on va lancer le processus tel qu'il est défini dans notre planification. Et voilà, pour cet exercice, en tout cas pour cette partie d'exercice, on va continuer évidemment la suite de cet exercice sur des éléments plus précis, sur les éléments de rédaction et d'actes administratifs. Mais pour ça, je vous renvoie presque tout de suite à la 2e séquence, à la 2e vidéo de cette semaine qui concerne l'acte administratif. Et donc, je vous y retrouve dans quelques instants. À tout de suite.